Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Plot Reviews qu'on vous livre avec un petit peu de retard et on s'en excuse. On va commencer sans plus attendre par une série qui nous explique comment faire pour revenir sur le devant de la scène lorsqu'on a un has-been. La réponse est simple, faire une série pleine d'autodérision sur les has-been, enfin du moins essayer. Dice sur Showtime. Andrew Dice Clay, que vous avez pu voir dans Entourage, est une star sur le déclin. Accro au jeu, il va plomber son argent dans un casino de Las Vegas où il veut s'occuper du mariage gay de son beau-frère. Dice n'est pas un mauvais acteur en soi et l'autodérision peut avoir du bon, mais là c'est plutôt raté. On sourit à peine, les scènes sont déjà vues et revues, bref, vous pouvez passer à côté sans regret, vous ne raterez pas grand chose. Comment faire une série sur les escort girls sans tomber dans le glauque? C'est le défi que s'est lancé Action Stars avec The Girlfriend Experience. Christine Reed est une jeune étudiante en droit qui vient de rentrer comme assistante dans un prestigieux cabinet d'avocats de Chicago. Sa meilleure amie, également étudiante, arrondit ses fins de mois en jouant les escortes auprès de riches hommes. Tentée par cet argent facile, Christine va la suivre à un rendez-vous avec l'un de ses clients. Steven Soderbergh adapte ici l'un de ses films les moins connus, réalisé en 2009. La trame de fond reste la même, une jeune femme qui loue ses services pour de l'argent, certes, mais pas que. Par solitude ou par ennui, pour quelque chose de plus profond, et quelles répercussions cette double vie va avoir sur sa vie professionnelle. On ne juge pas Christine, ni Cathy son avatar la nuit, mais on l'accompagne en simple spectateur dans ses choix. Le rythme est plutôt lent et l'atmosphère très lourde, donc pour nous préparer à ce qui va lui arriver dans les prochains épisodes, mais sans tomber dans le glauque. On est quelque peu déstabilisé au visionnage, ce qui nous demande beaucoup d'implication pour entraîner l'histoire, et du coup, on a envie d'en savoir plus sur cette descente aux enfers. À voir. On continue avec une série bien plus légère, The Other Kingdom, sur Nickelodeon. Astral est une princesse vivant à Athéna, le royaume des fées. Il existe un portail par lequel les créatures enchantées accèdent au monde des humains, principalement utilisé pour leur faire des farces. Seulement, Astral va tomber amoureuse d'un jeune lycéen fraîchement arrivé et va invoquer la loi elfique lui autorisant à séjourner 90 jours dans le monde des humains afin d'expérimenter la vie hors du royaume. On n'est pas très surpris par la série. Décors en carton-pâte, effets spéciaux réalisés par un stagiaire, le tout surjoué. On est bien dans une série random pour teenagers, voire plus jeune encore, et américaine. Le scénario va être partagé entre l'émerveillement et les gaffes de Astral liées à sa découverte du nouveau monde et sa quête de l'amour. Bref, rien de nouveau à l'horizon. Si elle est mise sur le pitch vous plaît, la princesse magique qui arrive dans le monde des humains, allez plutôt regarder Star vs The Forces of Evil sur Disney Channel. Pam pam pam, piou piou piou, non pas ma femme, je me vengerai, ah, piou piou piou, enfin bref, Hunters sur Sci-Fi. Flynn Carroll est agent du FBI et a une vie de famille plutôt calme avec sa femme et la fille d'un ancien collègue mort au combat. Seulement, sa femme, simple professeur de piano, va se faire kidnapper par des aliens. Ils vivent en effet parmi nous et nous ressemblent beaucoup, même s'ils ont un métabolisme totalement différent du nôtre. Flynn va donc se lancer à la recherche de sa femme et être recruté par l'ETU, Exo-Terrorism Unit, qui lutte contre la menace terroriste extraterrestre. Bon, ça manque de rythme, les acteurs sont mauvais et jouent avec un balai dans le cul, c'est brouillon, on a des bruits de prédateurs à tout bout de champ, les personnages sont mal développés, bref pour moi c'est mauvais. On se trouve à une espèce de sous-V, enfin à l'original, le remake de 2009, mais en raté. Et on continue avec un petit road trip familial qui va forcément mal se passer, avec le pilote de The Detour diffusé sur TBS. Nate, Robin et leurs enfants Delia et Jared décident de partir en vacances pour la Floride. Seulement, le père décide d'annuler les tickets d'avion et de faire la route avec le break familial. Les parents s'engueulent, les enfants font les cons et quelques embûches viennent pimenter le road trip. L'épisode commence plutôt mal, avec la voiture en panne, que la famille tente tant bien que mal de faire redémarrer, qui finit dans le fossé. Et puis, l'humour s'installe petit à petit, gagne en puissance et on finit par accrocher. Notre famille, pensant se rendre dans un resto-route, se retrouve dans une boîte de striptease, puis les enfants, s'emmerdant, font croire à des routiers, via des messages placardés sur la fenêtre de la voiture, qu'ils ont été kidnappés. Les deux situations, bien entendu, dégénèrent. Mais ce qui fait qu'on a envie de voir la suite, c'est pas juste le comique de situation lié au road trip, c'est surtout la fin de l'épisode qui commence à lever le voile sur la véritable raison du voyage et comment celui-ci va dégénérer. La série a été créée par l'acteur principal, Jason Jones, qu'on a pu voir dans The Hitch Sketchcom, et Sarah B, Full Frontal with Sarah B, et s'inscrit dans la lignée des séries TBS, Cougarton, Angelica Vegas, The Last Nurse, etc. Outre la bonne performance de Nathalie Zea, qu'on a pu voir dans Justified dans le rôle de la mère, on a plaisir à voir des enfants crédibles et pas caricaturaux. Bref, la série se promet d'être intéressante. Lourd passé et grosse ficelle dans cette adaptation, Game of Silence sur NBC. Jason Brooks est un avocat en pleine ascension. Seulement, son passé n'est pas tout lisse. Enfant, avec ses amis, il a accidentellement tué une automobiliste et, pour cela, a purgé avec eux une peine de 9 mois de prison dans un centre pour jeunes délinquants. 25 ans ont passé depuis, ils se sont perdus de vue et ont fait leur vie de leur côté. Mais le passé finit toujours par ressurgir. Lourd secret, trouble passé, grand sentiment, traumatisme, tous les ingrédients sont présents dans cette série calibrée pour cartonner. L'histoire peut vous sembler familière puisqu'il s'agit à l'origine d'un livre de Lorenzo Carratera, porté en 1997
2017 par Barry Sonnenfeld sous le titre de Sleepers et a été déjà adaptée une première fois en série en Turquie sous le titre Suskunlar. La recette a donc déjà fait ses preuves. La série joue beaucoup sur les non-dits et les flashbacks pour dévoiler au fur et à mesure les traumatismes de protagonistes, les gens de voiture, la maltraitance durant leur séjour en prison et bien d'autres. Seulement, on ne fait que survoler tous ces aspects psychologiques pour se concentrer sur l'envie de vengeance de nos héros. On a au final une série avec une réalisation trop lisse qui, à force d'aller-retour, manque un petit peu de clarté et repose sur des ficelles qu'on va venir à des kilomètres. Tournez-vous donc plutôt vers les anciennes adaptations ou le bouquin, ça vaudra beaucoup mieux. Quand Netflix veut rafraîchir l'histoire de King Kong pour proposer à un jeune public, ça donne Kong, King of the Apes. Nous sommes en 2050, de nombreuses espèces animales ont disparu ou sont en voie d'extinction. Deux frères jumeaux et leur père scientifique recueillent et élèvent un bébé gorille pour chasser par des braconniers. Celui-ci grandit bien vite pour prendre des proportions gigantesques. Seulement, l'un des deux frères déteste Kong et voue une passion étrange à la construction de dinosaures robotisés. Ce pilote est long, beaucoup trop long, 1h25. La série semble vouloir nous abreuver d'un grand nombre de détails de personnages secondaires pour habiller ce qui fait le cœur de son sujet, le combat entre Kong et les dinosaures robotisés maléfiques. Cette série est pleine de bonne attention, mais son propos est trop confus, sa technique n'est pas à la hauteur des ténors actuels, genre Star Wars Rebels par exemple. Et les combats sont un peu trop violents pour le jeune public qui pourrait être séduit par les mimiques de Kong. La série essaie toutefois d'innover avec du contenu interactif. En regardant l'épisode, on débloque des combats où Kong devra affronter des adversaires de plus en plus forts. Mais bon, il s'agit de simples vidéos d'une modus DVD résume en quelques minutes ce qu'on a laborieusement fait durer beaucoup trop longtemps. Kong fait la bagarre et détruit des dinosaures robots. Bref, une série d'animation un peu bancale que je ne regarderai pas trop parce qu'il y a beaucoup mieux même sur Netflix. Bon, comme tous les 15 jours, on a droit à notre série des enfants disparus, aujourd'hui The Five sur Sky One. 4 enfants donc qui décident d'aller faire un tour dans les bois. Seulement Mark doit scruter son petit frère Jesse. Ils vont lui demander de rentrer chez lui afin d'être tranquille entre eux et Jesse n'arrivera jamais à la maison. 20 ans plus tard, les enfants ont grandi, mais les cicatrices sont toujours pas refermées. L'un d'entre eux, devenu policier, enquête sur le meurtre d'une prostituée et l'ADN du petit frère disparu est retrouvé sur le lieu du crime. The Five est l'œuvre de l'écrivain Harlan Coben. Le sujet d'enfants disparus qui réapparaissent a pas mal été traité ces temps-ci. On a eu droit à Sorting, The Family, etc. Mais celle-ci l'aborde différemment. Pas de retour de Jesse dans notre épisode pilote, ce qui fait que beaucoup de questionnements vont rester. Est-ce bien l'ADN qui a été retrouvé sur la scène du crime? Est-il toujours vivant? Et si oui, était-il le client ou le meurtrier? On utilise bien sûr quelques flashbacks, mais pas pour donner des éclaircissements sur les circonstances de sa disparition, plus sous forme vraiment de flash pour montrer comment les souvenirs de Jesse continuent à hanter nos 4 protagonistes. On entre facilement dans l'histoire et Harlan Coben nous promet non pas un gros twist final, mais au moins une grosse surprise par épisode, au point que le script a été le plus longtemps possible caché aux acteurs. Et nous allons maintenant plonger dans le monde merveilleux de la crise de quarantaine avec I Want My Wife Back sur la BBC. Murray est un homme entièrement dévoué à son travail à la banque, au point que tellement accaparé par son boulot, il en arrive à délaisser sa femme et lui pose la passe sur la lapin. Cette dernière, Abu, décide de le quitter le jour de ses 40 ans après que son mari a annulé un énième rendez-vous amoureux. Seulement, la rupture ne va pas être aussi facile à mettre en place que ça. On a droit ici à une comédie romantique gentillette un petit peu déjà vue sur les lassitudes du couple. On flirte avec l'humour sans vraiment être drôle. Murray va apprendre par une amie alors qu'il organise pour le soir même une fête surprise pour l'anniversaire de sa femme que celle-ci vient de le quitter, et dès lors le rythme va s'accélérer. Les situations s'enchaînent un peu trop vite et donnent un résultat final un peu brouillon. Les personnages secondaires sont quelque peu clichés, la meilleure amie qui n'arrive pas à tenir sa langue, les beaux-parents intrusifs, le collègue qui trompe sa femme, etc. Au final, on décroche devant les enchaînements trop rapides alors que l'on n'a qu'une seule envie, comme notre héros, qu'il puisse se poser tranquillement et discuter pour avancer. Et si la ville d'Atlanta était touchée par une attaque bactériologique? C'est le postulat de base de Containment, une nouvelle série de Julie Plec à qui l'on doit The Vampire Diaries, diffusée sur The CW. Un jeune Syrien, semblant atteint d'une simple grippe, est admis à l'hôpital d'Atlanta. 13 jours plus tard, le chaos règne sur la ville, et ce, malgré le cordon sanitaire très vite installé par la CDC, l'autorité locale coupant la ville en deux. Containment est l'adaptation d'une série belge, Cordon, diffusée depuis 2014 sur la chaîne flamande VTM, dans laquelle la ville d'Antwerp doit faire face à la propagation rapide d'un virus. Si la série est une réussite, qu'en est-il de son remake américain? C'est compliqué. Pour nous plonger directement dans l'action, on nous présente une ouverture et conclusion d'épisode, le chaos 13 jours après le début de l'épidémie. Une fois notre attention captée, on va traîner en longueur alors que le virus est très virulent pour nous présenter un trop grand nombre de personnages qui vont pour la plupart se retrouver séparés par la zone de quarantaine, ce qui fait qu'au final, on arrive à s'attacher à aucun d'entre eux et qu'on se désintéresse des intrigues secondaires, vu qu'elles sont juste survolées. Les acteurs ne sont pas mauvais en soi, mais ils ne sont pas vraiment bons non plus, et vu le temps d'attention qu'on leur donne, il n'y en a pas vraiment qui se détachent du lot tant il y a de protagonistes. Quel groupe de personnages semble pourtant se distinguer? Les médecins, les policiers, les dirigeants avec le CDC en tête qui vont tenter de gérer l'épidémie et les civils qui ne doivent pas céder à la panique. Au final, on se retrouve avec une espèce de mélange maladroit entre la première saison de Helix et Fear the Walking Dead avec en prime une menace terroriste qu'on a du mal à prendre au sérieux. Tournez-vous plutôt vers l'original belge.
La drogue c'est mal, bon, à part quand on trouve un bang qui peut nous permettre de voyager à travers le temps. Sherry et Jeff sont deux cousins qui vivent en colocation et ont une vie quelque peu merdique. Un soir, alors qu'ils sont partis en quête de bouffe, ils voient deux personnes habillées dans un style futuriste apparaître devant eux et se faire percuter par une camionnette. Dans les buissons, ils découvrent un bang avec des inscriptions en chinois. Si tu te colles une douille avec le bang qui voyage dans le temps, tu t'en colles une seconde, tu reviens à ton époque. Seulement, arrivé en 1691 à Salem, Sherry va être arrêté pour sorcellerie, Jeff lui traité comme un roi et le bang cassé. Comment va-t-il faire pour retourner à leur époque? Pour moi, cette série était une bonne surprise. Mini-série en 3 épisodes diffusée 3 jours d'affilée sur Comedy Central, créée par les acteurs principaux Paul Downs et Lucy Agnello, épaulée par Iliana Glazer. La série est vraiment drôle. On va nous balader à Salem, à la préhistoire, dans la Grèce antique, en 1963 à la rencontre du jeune Michael Jackson, ou encore dans un futur où toute vie végétale est interdite. Quelle que soit l'époque, Sherry va constater que la condition de la femme est déplorable et Jeff que il peut pas se masturber sans film porno. On pense pas mal à la série anglaise Thrift, genre également de Sliders to Weeds, mais ici le problème de double de dimensions parallèles en moins. Bref, la série se regarde assez vite, 3 épisodes de 20 minutes et on se marre bien pendant cette petite heure de sex and drugs and time travel. Faire de l'humour sur la protection de témoins, c'est le challenge que s'est donné la BBC avec Witless. Liane et Rona sont deux femmes colocataires vivant à Bristol. Un soir après qu'elles se soient disputées, elles vont être témoins d'un meurtre. La police va les mettre dans le programme de protection des témoins, nouvelle ville, nouvelle identité, nouvelle vie. La série est plutôt plaisante sans être franchement drôle. L'humour est porté sur l'incompatibilité de caractère entre les deux protagonistes, l'une stricte et l'autre exubérante. Il est également amusant de les voir mettre en application les conseils d'une vieille VHS éducative pour tester leur nouvelle identité ou de suivre les deux adolescents losers qui ont été embauchés pour se lancer à leur trousse et les descendre. La série s'inspire beaucoup de The Wrongmans diffusé entre 2013 et 2014 sur BBC Two et tente d'en donner une version féminine sans en arriver au niveau. Le premier épisode est disponible depuis vendredi sur le site de la BBC Three avant son lancement officiel sur la BBC One le 29 avril. Tomorrow When the War Began. Déjà porté à l'écran en 2010, l'adaptation du roman Apocalypse de John Marsden, premier tome de la série littéraire Tomorrow, et tout est dans le titre. Les adolescents se retrouvent pour aller faire de la randonnée en montagne. Un avion passe. Il fait beau, ils s'amusent, flirtent un petit peu, quelques avions passent. On se retrouve autour du feu de camp, on redécouvre des plaisirs simples, des avions, mais il est déjà temps de rentrer. À leur retour, toutes les maisons sont vides, la guerre vient de commencer. Je me dois de saluer le travail de mise en scène du réalisateur australien Brendan Maher sur ce premier épisode. À aucun moment la guerre n'est montrée. On suit une 8 amis en escapade dans un décor idyllique, tout passe par la présence d'avions de plus en plus nombreux. Il faut attendre les 2 tiers de l'épisode pour voir enfin ce qui se passe. Il y a eu un gros travail sur la photographie. On a énormément de tons verts sur leur balade en montagne, et puis du jaune lorsqu'ils découvrent que toutes les habitations à leur retour sont vides, et enfin du bleu et du noir pour les scènes de guerre proprement dites en ville. À partir du moment de leur retour, le rythme va commencer à s'accélérer et devenir de plus en plus haletant. On est pris dans l'action dès le début, bucolique au commencement, puis, même si on sent un petit peu de par le titre de la série, on arrive tout de même à recevoir un choc lorsque l'on voit le pays en guerre. Les moments passés avec eux dans l'insouciance de la montagne vont faire qu'on va prendre le temps de s'attacher aux personnages pour être totalement impliqué avec eux quand ils vont devoir se séparer dans la ville, en guerre, puis devoir commencer à se battre pour s'échapper. La première saison comportera 6 épisodes retraçant les événements du premier des 7 romans de John Marsden, publiés dans les années 90. Très bien interprété, superbement réalisé, espérons que la série continue sur cette lancée. Cette émission est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi ma compagnie, et comme d'habitude je vous invite à vous faire votre propre avis. Je vous donne rendez-vous non pas dans 15 jours, mais dans un mois. On arrive effectivement à la période où, plutôt que de lancer de nouvelles séries, on va quand même terminer celles qui sont en cours. Et pour vous donner une idée, la grosse actualité du mois prochain, ça va être Marseille sur Netflix. À dans un mois, donc, bonjour chez vous.